Moi, je vais juste prendre la parole encore une fois quelques minutes pour rappeler quel est notre message en guise d'introduction. Le message, il est un petit peu triple. Le premier, on est là ce soir, on s'est réunis d'abord pour porter un message de solidarité à l'endroit des animateurs qui ont été injustement suspendus de leur fonction. Vous connaissez tous un peu l'histoire, la rupture abusive de contrat. On est là pour à la fois leur exprimer leur solidarité, mais également dénoncer ces pratiques discriminantes qui se multiplient et dont on avait l'impression qu'elles s'étaient éteintes avec l'épisode de Sarkozy. Il ne s'en trouve rien. Aujourd'hui, ça se poursuit, ça continue plutôt, ici à la mairie de Gennevilliers. Donc on est là pour dénoncer ces pratiques et affirmer un discours à la fois citoyen et de respect du droit. Parce que ce qui s'est passé, c'est insupportable, c'est un abus de liberté, c'est un abus de pouvoir plutôt de la part de la mairie, et on est là pour dire stop. Stop aux discriminations et stop à l'islamophobie. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, il est de rappeler un peu l'ambiance, le cadre dans lequel on veut se situer ce soir. C'est pas un rassemblement sectaire, c'est pas un rassemblement communautaire. Ce soir, parmi vous, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. C'est un rassemblement qui se veut fraternel et convivial. Encore une fois, pour dénoncer ces pratiques, pour dénoncer cette atmosphère nauséabonde et pour dire qu'on est là, stop, ça va un moment. Ces utilisations, ces stigmatisations, ces glissements tendancieux par rapport aux faits religieux et à l'islam en particulier. Et le troisième des messages, et ça encore une fois on en est la démonstration ce soir, c'est d'avoir pu et d'avoir fait encore une fois la démonstration que sur une action, sur un sujet, sur une cause qui nous réunit, on était prêt à fédérer des associations, des citoyens, de diverses horizons, de diverses tendances pour réaffirmer le respect du droit. Donc malgré le bâillonnement de liberté d'expression, malgré à ce que Facebook nous ait supprimé plusieurs fois l'événement qu'on a voulu créer, aujourd'hui vous avez fait la démonstration qu'on est capable de fédérer un groupe et de fédérer des bonnes volontés pour dire non à l'islamophobie, non à la discrimination, oui au respect, et d'une certaine manière on est confiant pour demain se regrouper pour poser politiquement face à une classe politique de droite comme de gauche trop souvent victime, en tout cas où l'islamophobie est gangrénée. Donc merci encore une fois, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps que ça. Merci d'être ici. Je vais passer la parole aux autres orateurs et à plus tard pour l'histoire, Inch'Allah. Merci beaucoup. On voit, pourtant, on a eu 3 arguments pour nous dire non, il ne s'agit pas de discrimination islamophobe aujourd'hui. Alors quels sont ces arguments qu'on a entendus? C'est que, 1, c'est une mairie de gauche ici. Donc la gauche n'est pas islamophobe, c'est la droite qui l'est, Sarkozy il est parti, c'est fini l'islamophobie. C'est un argument, maintenant on l'entend, et en tout cas, on l'a préparé en disant, voilà, c'est Sarkozy l'islamophobe. Il y en a beaucoup qui disent c'est la gauche qui n'est pas islamophobe, c'est pas possible. Mais j'ai envie de dire quelque chose de simple. La loi 2005 contre le voile des filles à l'école, la gauche a aussi voté pour. La loi sur le niqab, la gauche a aussi voté pour. La loi qui exclut les mamans dans les sorties scolaires parce qu'elles portent le hijab, la gauche a aussi voté pour. Et il y a énormément de choses comme ça qu'on a vu. La thématique même de la laïcité instrumentalisée, et plus qu'instrumentalisée, utilisée pour diffuser l'islamophobie. Mais ça, le problème, c'est que ça vient aussi de la gauche. Donc ça, c'est un premier argument qui n'est pas valable. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Le deuxième chose qu'on peut entendre, c'est oui, mais ici, c'est spécifique. C'est une mairie communiste. Les communistes, ils n'aiment pas la religion. C'est contre toutes les religions, pas contre l'islam en particulier. Et la religion, elle doit rester dans la sphère privée. Ça, c'est un deuxième argument qu'on entend beaucoup. Ce que j'ai envie de répondre, c'est simple. C'est que l'islam, c'est la seule religion qui doit rester dans l'espace privé. Alors que tous les droits de l'homme, les droits du citoyen, vous prenez le code civil, la constitution garantit l'exercice du culte dans l'espace public. Dans l'espace public. Hein, on ne va pas dire aux gens, aux églises, on ne leur dit pas de stopper leurs cloches. Les cloches, elles sonnent le dimanche. Hein. Eh bien, pour l'islam, c'est la seule religion auquel on interdit l'existence même dans l'espace public. On veut que vous soyez musulman dans votre maison, à la limite dans votre chambre, avec votre tapis de prière, mais pas trop, pas dehors. Et pour le ramadan, c'est pareil. Combien d'entre vous ont eu des remarques au travail ou à l'école où on sous-entendait quelque part qu'ils devaient ne pas jeûner parce que c'était incompatible avec sa pratique. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. Le dernier élément, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui vont vous dire, ok, c'est pas une question de gauche-droite. D'accord, c'est spécifique contre les musulmans, mais en fait, c'est pas islamophobe parce que c'est qu'une question de sécurité.
Et ça, c'est un argument très fort parce que, effectivement, dans cette ville-là, il y a 2 ans, il y a eu un accident avec une jeune femme qui a eu un accident de la route et il se trouvait par ailleurs qu'elle jeûnait. Et ils ont tout de suite fait le lien. Il y a eu l'accident, ça veut dire qu'elle jeûnait, ça veut dire effectivement c'est à cause du ramadan. Le ramadan est un des 5 piliers de l'islam, c'est de la faute de l'islam. S'il y a eu un enfant qui est mort, c'est à cause de l'islam. Vous les raccourcis, c'est très rapide, ça va vite. Et contre ça, en fait, il faut réfléchir 2 secondes. Hein, on a tous vu des filles qui tombent dans les pommes, qui tombent dans les vapes. C'est pas quelque chose qui est lié à l'islam. Ça arrive tous les jours. Et le jeûne, ça ne nous empêche pas tous les jours. Il y en a des gens qui font des activités sportives. Il y en a même qui sont aux Jeux Olympiques qui jeûnent. Hein, s'il y a des gens qui sont aux Jeux Olympiques qui jeûnent, hein, alors forcément, je veux dire, un animateur de colline de vacances, c'est quand même pas le boulot qui va te tuer. Je sais que c'est un travail dur, je l'ai fait. Je sais que c'est un travail dur, mais on peut jeûner. Je l'ai fait aussi. Et il y en a sûrement parmi vous qui l'ont fait. Il y en a, je suis sûr, qui devraient témoigner aujourd'hui, dire j'ai été animateur dans une colonie de vacances et j'ai jeûné et ça a posé aucun problème. Limite, c'était plus sympa. Voilà, je pense que déjà ça devrait être dit. Donc ça, c'est 3 éléments, je veux dire 3 arguments qui cherchent à cacher le fait que c'est une discrimination islamophobe. Parce qu'on n'est pas en train de dire que le maire, il est islamophobe. Moi, j'essaye pas de sonder dans son cœur. Je sonde ses actes. Ces actes le sont. C'est quand les actes le sont, quand les discriminations existent, que là, on peut parler d'islamophobie. Parce que la loi, leur article, il y a un article que la mairie a voté dans les contrats de travail pour exclure les animateurs de colonies de vacances. Et bien cet article, il ne mentionne pas l'islam, mais il a été fait avec l'intention de discriminer. C'est ce qu'on appelle en droit une discrimination indirecte. Et ça, il faut le savoir. C'est pas parce que la personne, elle n'a pas l'air d'être un grand méchant islamophobe que c'en n'est pas une. Voilà, ça c'est une chose, je voulais dire, remettre les choses au clair sur ces 3 éléments. Maintenant, très rapidement, pour conclure, j'ai envie de dire une chose aussi. Quand il y a, nous, les Indivisibles, on est une association antiraciste contre toutes les formes du racisme. Pas contre seulement l'islamophobie, contre la négrophobie aussi. Quand il y a un noir, par exemple, qui est discriminé, comme à Air France, parce qu'il a une coupe de cheveux africaine, on est avec lui. Parce que ça fait partie de lui-même, ça fait partie de sa nature. Parce qu'il a le droit de s'exprimer en tant que ce qu'il est. On ne va pas lui retirer ce droit, sa dignité d'être ce qu'il est. Et quand il y a un noir qui est discriminé pour cette raison, pour le fait qu'il est noir et qu'il s'exprime en tant que noir, et bien tous les autres noirs, ils devraient se mobiliser. Et on les soutient pour qu'ils se mobilisent pour soutenir ce noir-là. Et au-delà de ce noir-là, toutes les autres personnes qui sont victimes de discrimination, et au-delà de toutes les personnes victimes de discrimination, normalement l'ensemble des citoyens, ils devraient agir comme une seule main. Pareil pour les musulmans. Pourquoi aujourd'hui, les musulmans de Gennevilliers, ça serait une race à part ? Hein, ils ne devraient pas, nous qui ne sommes pas pour la plupart de Gennevilliers, il y en a pas mal ici qui ne sont pas de Gennevilliers, il y en a certains qui le sont, on n'a pas le droit de se mobiliser pour les musulmans de Gennevilliers. Pourquoi il y a un islam de France, maintenant il y a un islam de Gennevilliers, un islam particulier? Non, il y a un islam partout, et les musulmans, lorsqu'il y a un musulman qui est discriminé pour ce qu'il est, parce qu'il est musulman, pour sa pratique de l'islam, tous les autres musulmans, ils devraient se mobiliser. Il n'y a plus de question de frontières, de couleur ou d'origine. Ils devraient tous s'unir comme une seule main. Et idem, j'ai envie de dire, au-delà de la question de la couleur, de la religion, voilà, au niveau quand il y a un citoyen qui est attaqué pour sa couleur, son origine et sa religion, tous les autres citoyens doivent se mobiliser comme une seule main. C'est ça vraiment ce qu'est être la République. C'est pas la laïcité dans l'espace public, privé, je sais pas quoi, etc. Normalement, bonjour madame. Ça va bien? Bien et vous? Ça va, alhamdoulilah. Tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Et je voulais juste vous laisser avec ça, avec ces idées que je vous laisse réfléchir. C'est ça vraiment être indivisible. Ne vous laissez pas intimider. Vous avez le droit de vous mobiliser parce que vous êtes attaqué en tant que musulman. Et ça devrait être que tous les citoyens français devraient se sentir attaqués. Ce n'est pas vous de vous sentir coupable parce que vous êtes musulman et vous mobilisez. Au contraire, c'est votre devoir, surtout dans ce mois béni du mois de Ramadan. Et c'est à tous les autres citoyens également de venir ce soir. Donc je vous remercie d'être venus. Voilà, bonjour, donc je m'appelle Youssef Koussouma et je vais parler au nom du PIR, du Parti des Indigènes de la République, qui est également partie prenante de cette manifestation, et je vous remercie d'être aussi nombreux, d'avoir répondu à cet appel, parce que c'est vraiment un appel et ça prouve bien l'émotion qu'a suscité cette affaire, qui n'est pas du tout une affaire locale, effectivement, comme ça a été souligné, qui n'est pas une affaire uniquement que l'on peut confiner, s'il vous plaît madame, que l'on peut uniquement confiner à la ville de Gennevilliers, mais c'est une affaire qui effectivement regarde tout le pays, l'avenir de ce pays, ce que l'on veut pour les générations qui viennent, ce que l'on veut pour nos enfants. Tout d'abord, je commencerai par dire à M. Copé, qui s'est permis d'entrer dans le débat, M. Copé, vous êtes au courant, eh bien, j'aimerais quand même lui dire
de ne pas la ramener trop, parce qu'en ce qui concerne l'islamophobie, on le connaît très bien, il a à son actif beaucoup de choses, la loi sur la burqa, mais également, rappelez-vous, les assises sur l'islam de France, etc., et beaucoup d'autres choses. Donc, je n'évoquerai pas davantage cette personne. Je vais en venir à une chose. L'islamophobie, parce qu'il s'agit d'un acte d'islamophobie, est un racisme. Et comme tout racisme, il ne s'agit pas de cas isolés qui viendraient comme ça ponctuer l'actualité, mais il s'agit d'un système qui est en marche. Il s'agit d'un véritable système. Un système raciste gagne peu à peu les esprits. Une gangrène raciste gagne les esprits. Donc la question n'est pas de savoir si le problème est celui de cette municipalité et à quel niveau cette municipalité pourrait être ou ne pas être raciste. Et d'ailleurs, à la limite, il est bien possible que beaucoup de gens ici, eux-mêmes, sont des gens qui, dans la vie de tous les jours, n'ont absolument aucune attitude raciste. C'est pas ça le problème. C'est que le système raciste est en train de gagner ce pays. Et ça veut dire que même à son corps défendant, nous-mêmes, on peut reproduire des attitudes islamophobes. Ça devient une sorte de sport national. Alors évidemment, maintenant le racisme, l'islamophobie est en train de gagner le droit du travail. Et cela, ce n'est pas la première fois. On va le voir avec la loi anti-nounou, qui effectivement est également une atteinte au droit du travail. Mais maintenant le droit du travail, qui est censé être un des socles de cette République, un des blocs de granit de cette République, eh bien le droit du travail est atteint. Ça veut dire que c'est extrêmement grave. On n'est plus uniquement dans l'affect ou dans l'attitude, ça veut dire qu'on est en train de toucher à un des socles du contrat social de ce pays, la démocratie. Et le droit du travail, qui a été obtenu à l'issue de nombreuses luttes, en fait partie. Voilà pourquoi c'est extrêmement grave, cette remise en question. Cette mise à l'index du Ramadan est stupide pour trois motifs. J'irai un peu vite, mais elle est stupide pour trois motifs essentiels. Le premier, c'est qu'au plan historique, on semble ignorer dans ce pays, enfin ignorer, non, on l'oublie. On semble oublier que les centaines de milliers de combattants indigènes des armées françaises, au cours des 2 guerres mondiales, ont combattu sur tous les fronts, sur le front de Verdun, de l'Argonne, tout en faisant le Ramadan. Et d'ailleurs, au détail, au passage, une petite anecdote sémantique. Le mot faire du Ramdam, l'expression faire du Ramdam, ça veut dire faire du bruit, de l'agitation, est né dans les tranchées. Pendant la guerre 14-18, ça fait partie du langage des poilus. C'est authentique. Ça veut dire que dans les tranchées, on faisait le Ramadan. On ne mangeait pas de porc et on ne buvait pas d'alcool. D'où l'expression bougnoul d'ailleurs. Enfin, ça c'était au passage. Donc, non mais cet aspect historique est important. Ça n'a pas empêché ces combattants de verser leur sang abondamment pour l'empire colonial, sans qu'à l'époque, on ne trouvait rien à redire. C'est étonnant qu'aujourd'hui on le découvre. Mais pareil à Monte Cassino, Seconde Guerre mondiale, etc. Ça c'est un point. Deuxième point, pendant les 30 Glorieuses, ces centaines de milliers de travailleurs nord-africains qui sont venus reconstruire ce pays faisaient également le Ramadan sur les chantiers à Renaud-Billancourt, dans les mines du Nord, dans les chantiers navals. Et personne à l'époque ne s'en est plaint. On n'assistait pas à l'époque à une vague massive d'accidents du travail. Il n'y avait pas plus d'accidents du travail. Et d'ailleurs, les accidents du travail étaient sans doute davantage dus à l'incurie du pouvoir et à l'appétit des patrons qu'au fait du Ramadan. Ça, c'est clair. Alors, les petits rappels comme ça sont toujours intéressants. C'est une aberration également au plan social. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, des millions de personnes font le Ramadan tout en ayant à leur charge des enfants, des malades, des chirurgiens opèrent en faisant le Ramadan, des pilotes en faisant le Ramadan, des conducteurs de train, de tout ce que l'on veut. Et apparemment, en période de Ramadan, on n'assiste pas à une mortalité effrayante à travers la planète, plus que d'habitude. Donc, c'est une stupidité sans nom. Mais c'est également, pour finir, une stupidité évidemment au plan moral. Parce qu'il s'agit d'un racisme, d'un véritable racisme. Et que la liberté de conscience, eh bien, impose, pour autant que l'on respecte la Déclaration universelle des droits de l'homme, de respecter cette liberté de conscience, de respecter le Ramadan, qui fait partie intégrante de la liberté de conscience, qui n'est même pas à discuter, ça n'est même pas un sujet de débat. Et ce qui est étonnant, c'est que ce pays qui se prévaut de la liberté, enfin de la défense des droits de l'homme, toute catégorie, champion du monde de catégorie des droits de l'homme, c'est la France, eh bien il est absolument étonnant que ce pays
eh bien on a besoin de lui rappeler quelques petites vérités comme cela. Il s'agit d'un véritable racisme. En tant que tel, les entorses faites au droit du travail actuellement, les contrats particuliers sont absolument illégaux. Et je pense que des plaintes seront déposées totalement illégaux, ces contrats particuliers. Et je crois que il faut continuer. En tout cas, ce qui s'est passé aujourd'hui montre à quel point une mobilisation peut être payante. Ça veut dire que le combat ne fait que continuer, comme on dit. Il y a d'autres combats. Il faut combattre et obtenir l'abrogation des lois racistes sur les signes religieux à l'école, celle sur la loi anti-nounou, et la circulaire Châtel qui empêche les mamans d'accompagner les enfants à l'école. Je vous remercie. Bon, ça va être un peu compliqué de passer derrière Youssef, hein. Je vais bien entendu avoir beaucoup moins d'entrain. Moi je représente ici devant vous l'association Banlieue Plus, donc membre du collectif de citoyens ce soir. Donc notre association Banlieue Plus est née sur ce territoire même de Gennevilliers justement. On s'est toujours élevé face aux discriminations et aux préjugés dont souffrent trop souvent nos quartiers populaires, qu'elles soient territoriales, scolaires, sociales, religieuses ou liées à l'emploi. Notre volonté est d'y faire face à travers différentes actions citoyennes. Ce sont autant de raisons pour lesquelles Banlieue Plus devait être ici ce soir, mais également par respect pour nos aînés qui ont combattu pour les libertés individuelles, pour nos semblables qui ont lutté toujours trop contre toute forme de préjugés, ainsi que par devoir envers nos enfants. Ce rassemblement est le rassemblement qui doit dire stop aux préjugés et à l'ignorance. Nous sommes en 2012 et nombre de malentendus, involontaires ou non d'ailleurs, alimentent encore les idées reçues et la stigmatisation de nos quartiers et de sa population. On ne va pas se leurrer. Alors que certains avaient initié le fameux concept d'individu d'apparence, d'autres aujourd'hui dans leur petit coin théorisent sur des conclusions choquantes sans discernement. L'enjeu aujourd'hui n'est pas local, mais dépasse les simples réactions d'une municipalité. À ce titre, permettez-moi de rappeler que la République française est une et que sa population est diverse tant en métropole qu'en outre-mer. Il y a un certain nombre d'endroits, notamment dans les territoires d'outre-mer, où les jeunes ne posent absolument pas de problème. Et je pense notamment à Mayotte, petite parenthèse. Donc néanmoins, en dépit de diverses réglementations et des dénonciations contre les discriminations, celles-ci sont toujours présentes aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Certainement, plus silencieuses, plus sournoises, moins évidentes, elles sont masquées derrière un langage politiquement correct. Elles sont toujours présentes. Ce soir, plus que la dénonciation d'un acte, c'est une chance qui nous amène à prendre nos responsabilités. Le défi aujourd'hui, juste devant nous. En réponse à cette urgence de l'ambivalence morale sur la question de la liberté individuelle qui nous est posée, nous devons clairement la dénoncer. Les dénonciations de toute forme de stigmatisation ne doivent pas être des simples actes ponctuels comme aujourd'hui. Elles doivent également créer un engagement, une élévation morale, s'engager à ce que la responsabilité de tous soit élevée pour lutter contre ces menaces. Il n'existe aucune excuse à la complaisance. Il est de notre devoir de faire preuve de pédagogie face le plus souvent à de l'ignorance qui nous entoure. Il est de notre devoir de ne plus laisser passer les actes de discrimination. Il est de notre devoir d'influer sur les législateurs afin de sanctionner de manière plus forte tous ceux qui seront rendus coupables de discrimination. Et je vous invite chacun d'entre vous ici à prendre contact avec votre député justement pour l'inciter à mener à l'Assemblée nationale un combat pour lutter contre l'islamophobie précisément. Conformément aux actions que l'on mène à Banlieue Plus, nous continuerons à interpeller nos représentants nationaux, fraîchement élus justement, pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous serons vigilants face aux réponses que ces derniers apporteront et nous continuerons à fédérer, promouvoir toutes les actions qui continueront à faire évoluer nos mentalités. Le rassemblement de ce soir, aussi symbolique soit-il, est le début d'une nouvelle prise de conscience pour toutes les parties, Inch'Allah. Nous ferons en sorte qu'il symbolise justement le début d'une vigilance citoyenne et républicaine. J'espère que j'ai pas été trop vite. Merci. Salam alaikum. Bonsoir à tous. Donc on a encore 10 minutes avant l'iftar. Je vous demande de garder votre calme et de bien écouter. Parce que j'ai la lourde responsabilité de terminer, donc d'intervenir en dernier, avec un certain nombre de mesures à prendre et d'actions à mener, Inch'Allah. Donc, moi je suis le porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas un job de tout repos, et ça a son lot de déception, de tristesse, de moments difficiles, mais j'avoue que quand j'ai été mis au courant des discriminations dont étaient victimes les 4 animateurs, j'ai bien rigolé ce matin-là. Pourquoi ? Parce que j'imaginais déjà des situations absurdes à laquelle la politique de la mairie nous conduisait. La première chose, c'est qu'on nous dit il faut veiller à ce que les animateurs s'hydratent et s'alimentent. Apparemment, le maire de Gennevilliers n'est pas au courant que les musulmans ont le droit de manger avant et après la journée de jeûne. Et s'il fallait contrôler
à travers tous les centres de vacances de France que les gens mangent correctement. Est-ce que vous imaginez la brigade du goûter qui débarquerait dans tous les centres de vacances et qui dirait « T'as mangé? T'as fini ton assiette? Où est-ce que t'en es? Montre-moi ton bilan calorifique d'aujourd'hui. » C'est absolument ridicule. Donc la réponse qu'on a fournie tous ensemble collectivement, elle a été la bonne. Elle a été celle de faire preuve de détermination et de calme et de dire à la mairie « On ne se laissera pas faire parce que votre appartenance à un parti de gauche ne vous protège pas d'avoir des mesures discriminatoires et d'être en posture d'islamophobie. » Ça, c'est la première chose. On n'est pas venu ici aujourd'hui, ce soir, parce qu'on est des excités. Au contraire, on n'a jamais été aussi calme et on n'a jamais été aussi déterminé. On n'est pas venu ici ce soir parce qu'on ne sait pas quoi faire de notre samedi soir. En vérité, on sait trop quoi faire de notre samedi soir. On a terminé notre temps dans les boîtes. Notre temps aujourd'hui, c'est pour l'engagement, c'est pour faire vivre la justice. On n'est pas venu ici ce soir parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos vies. Au contraire, on sait très précisément où est-ce qu'elles vont nos vies. Et on sait très précisément ce qu'on cherche. On cherche la justice. Et en vérité, ce qui nous caractérise, et c'est la seule raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est que cette injustice, elle ne passe pas avec nous. Que la victime soit un enfant en Palestine, que la victime soit une famille rome expulsée illégalement, que la victime soit une maman musulmane à qui on refuse une sortie scolaire parce qu'elle porte un hijab, ça passe pas avec nous. Ça passait pas hier. Ça passait pas hier du temps des colonies, ça passait pas aujourd'hui du temps de l'islamophobie, et ça passera pas demain, parce que la manière dont on élève nos enfants, c'est pour jamais accepter l'injustice. Jamais. Donc notre message aujourd'hui, il est clair. Les enfants sont là-bas. Donc notre message aujourd'hui, il est clair. Il a un message de détermination et d'action. Parce qu'aujourd'hui, il faut se féliciter du fait que notre mobilisation a payé. Qui croyait, il y a 4 jours, qu'on ferait plier une mairie et un parti? Qui croyait ça? Personne. Et bien pourtant, on l'a fait, alhamdoulilah. Il faut être reconnaissant de ça. La deuxième chose, c'est qu'on a gagné une petite bataille et il ne faut pas se faire de film face à ça. C'est que l'islamophobie, c'est un combat de long terme. La question, c'est où est-ce qu'on sera la semaine prochaine, quand il n'y aura plus de médias qui nous interviewent l'après-midi, quand on aura terminé la mobilisation d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on sera? Moi, j'aime bien les chiffres. Alors je vais vous demander, je vais vous poser quelques questions et vous allez répondre avec moi. Qui aujourd'hui, qui ici, a été victime ou témoin direct d'un acte d'islamophobie? Ok. Qui aujourd'hui pense que l'islamophobie est inacceptable et qu'il faut se battre contre? Oui. D'accord. Donc qui sera avec nous à la rentrée quand il faudra se mobiliser pour protéger les sœurs qui vont être discriminées à l'entrée des écoles? Ok, je vous ai tous pris au mot en plein milieu du mois de Ramadan. Donc j'espère que la première chose que vous allez faire en rentrant chez vous, c'est regarder www.islamophobie.net et que plus jamais, aucun d'entre vous n'acceptera de se faire discriminer, n'acceptera de se faire insulter, n'acceptera qu'une injustice soit commise au nom de cette mairie, au nom de cette république, au nom d'un idéal qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Et que nous, on reste en silence face à ça sans agir. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Le CCIF... Le CCIF est là à votre service gratuitement, 24 heures sur 24, pour vous aider dans vos démarches, à vous protéger et à agir contre l'islamophobie. Servez-vous-en ou bien arrêtez de vous plaindre, Inch'Allah. Donc je termine sur une note positive, parce que c'est une note positive qui doit terminer. C'est celle de la détermination et de la reconnaissance. On est aujourd'hui en plein milieu du mois de Ramadan. Pour ceux d'entre nous qui sont musulmans, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans une période béni, dans une période sacrée, dans une période où il faut être reconnaissant et demander pardon, et en même temps renouveler nos intentions. Je renouvelle mon intention, moi, Marwan Mohamed, porte-parole du CCIF, de jamais renoncer face à ces injustices et d'être déterminé comme jamais face à ça. Je vous demande aussi de faire la même intention, de formuler la même intention et de faire preuve, chacun à votre échelle, du même effort, de la même énergie et du même espoir, qui est de voir ce mal-là, ce mal de l'islamophobie, terminé pendant que c'est notre génération. Un enfant de 6 ans, un enfant de 8 ans, il ne devrait pas savoir ce que ça veut dire islamophobie.
Et j'ai envie que nos enfants, ils oublient ça, Inch'Allah. Donc je termine en vous laissant les dernières quelques minutes avant la rupture du jeûne pour réfléchir à ça et renouveler nos intentions. Merci. On va rester un peu, évidemment l'iftar c'est dans quelques minutes, donc là-bas il y a des tables, on prendra le temps Inch'Allah de faire la rupture tout simplement tous ensemble. Et je tiens également, donc encore une fois comme ça a été dit, de remercier tous les participants, les participantes. Et là l'engagement était prêt avec Marouane Inch'Allah de poursuivre le combat. Ce n'est qu'un début, c'est pas une fin, donc j'espère qu'on vous reverra tous Inch'Allah à la rentrée pour pouvoir poursuivre et prolonger ce combat. J'en profite Inch'Allah pour remercier les personnalités qui étaient là, qui nous ont soutenus dans ce combat, Médine ainsi que d'autres rappeurs, ainsi que tous ceux qui sont venus évidemment de la région parisienne. Et si je peux me permettre, une petite dédicace aux gens du Havre de Savoir, ils ont quand même fait 200 km, ils sont là avec nous, et ça franchement c'est un respect. Et c'est une marque de considération à des gens qui sont venus, qui ont fait des centaines de kilomètres pour pouvoir être avec nous. Et si demain, musulmans comme non musulmans, on arrivera à être des centaines de milliers, comme le font d'autres groupes de pression, à l'Élysée ou ailleurs, on verra que l'islamophobie, ça ne marchera plus. Alors est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Voilà. Bon, on va pas trop chauffer, Inch'Allah, comme a dit Marwan. On va rester tranquille. L'iftar, c'est dans quelques minutes. Sahaftalkum wa salamu alaykum. Pourquoi ce rassemblement? Le rassemblement a lieu à l'issue de l'affaire des animateurs de Gennevilliers. Tout simplement, une fois que l'affaire a été médiatisée, un certain nombre de citoyens et de collectifs de citoyens ont décidé justement de procéder à ce rassemblement pour dénoncer cette action islamophobe, pour dire son nom tout simplement. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un certain nombre de citoyens musulmans et non musulmans qui dénoncent cet acte de la mairie aujourd'hui qui était complètement prémédité et qui cherchait justement à nuire clairement à une certaine communauté. Tout simplement, on dirait tout simplement que dans le contrat qui lie en fait, ces animateurs avec la mairie, en fait, il y a une clause qui concerne en fait le jeûne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, il n'y a pas de clause à proprement parler qui concerne le jeûne à proprement parler, pour la simple raison que c'est illégal. Ouais. Il y a une clause qui est banale, qui est de dire qu'il faut s'hydrater tout au long de la journée. Cette clause-là, elle est aussi simple et aussi banale que de dire qu'il faut être en bonne santé lorsqu'on prend son poste de travail. Mais est-ce que c'est au niveau juridique en fait ça ne pose pas de problème? Parce que s'hydrater ça veut bien dire en fait de boire de l'eau et voilà. Il faut que l'eau voilà. Oui, il y a deux aspects. Un, les gens qui jeûnent sont complètement hydratés. Par définition, le corps humain est hydraté même lorsqu'on jeûne, premièrement. Et deuxièmement, il faut prouver d'un point de vue médical que la personne n'est pas apte justement à tenir son poste parce qu'elle jeûne. Or, ça n'est pas un contrat, ça n'est pas une autorité juridique supérieure qui pourrait le prouver. Ça n'est qu'un médecin, en l'occurrence sur les animateurs qui ont été suspendus, aucun médecin n'est intervenu. Est-ce que ces gens-là, ils ont pris un avocat ou un truc comme ça? Ces gens-là, ils ont engagé une procédure judiciaire pour... Alors, sur la procédure judiciaire, je crois qu'ils sont toujours en réflexion, mais effectivement, ils ont un conseil auprès d'eux pour réfléchir à la suite à donner à leur action. Est-ce qu'ils sont présents aujourd'hui ou ils étaient là? Un certain nombre étaient là. Un certain nombre étaient là, d'accord. Donc ils restent anonymes quoi? Ils préfèrent rester anonymes. Je m'appelle Wissem, je suis militant associatif depuis pas mal d'années. Je suis porte-parole des étudiants musulmans de France. D'accord. Et président de la section Île-de-France. D'accord. Je suis engagé moi depuis 6 ans dans la communauté et à plus forte raison pour toute la société, pour recréer une cohésion sociale en fait dans ce pays qui se démantèle de plus en plus, qui se divise et où les gens sont montés les uns contre les autres. Et on est en train de créer en fait une espèce de citoyenneté de seconde zone, une citoyenneté de gens qui sont stigmatisés, qui sont qualifiés d'immigration, musulmans, etc., qui bénéficient d'un traitement qui n'est pas similaire à ceux qu'on pourrait appeler des Français de souche. Et ça, nous, on est complètement contre. On est complètement contre toutes les formes de stigmatisation, de division, de mépris parfois que peuvent avoir certaines personnes ou certains groupes politiques à l'égard de certains autres groupes d'individus. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est au-delà du problème qui s'est passé pour ces jeunes qui ont subi une discrimination parce qu'ils pratiquaient le ramadan. C'est aussi rappeler à la France ses valeurs et lui dire que ce n'est pas acceptable aujourd'hui qu'en France on puisse donner des traitements particuliers et contraignants à des individus qui
sont des citoyens comme tout le monde. D'accord. Est-ce qu'à chaque année, en fait, chaque mois de Ramadan, il y a toujours ce genre d'incident, entre parenthèses, c'est-à-dire de discrimination, c'est-à-dire soit à l'emploi, soit des sorties un peu islamophobes? Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la société française, il y a beaucoup de stigmatisation. Il y a une vraie islamophobie qui s'est développée depuis plusieurs années. Et c'est quoi l'islamophobie selon ta définition? La définition que tu peux donner à l'islamophobie? C'est une espèce de nébuleuse de l'identité de la majorité des gens de la société qui veut exclure une autre partie, qui veut la stigmatiser, qui veut la bouc en faire un bouc émissaire, etc. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Et l'association, je me rappelle l'association des étudiants musulmans, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu peux nous faire juste une petite introduction? Ouais, moi je suis dans une association étudiante qui participe du bien-être des étudiants, qui est là pour les aider, les servir, leur faciliter la vie. Et on se bat sur le terrain social avec des actions sociales, sur le terrain culturel avec des conférences, des séminaires pour démythifier en fait la présence musulmane en France et pour faciliter cette cohésion sociale dont on a besoin aujourd'hui et pour combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, etc. D'accord, mais c'est une association qui est implantée où? Dans toute la France. Dans toute la France? Une vingtaine de bureaux à peu près. Est-ce que vous avez un siège social ou un siège? Oui, on a un statut, on a un siège social à Aubervilliers, voilà, qui est en cours de changement. D'accord. Mais voilà, on est présent dans toute la France. D'accord. Et est-ce que c'est quoi tes impressions vis-à-vis du cas de ces deux animateurs qui ont été exclus parce qu'ils jeûnaient? C'est un acte pour moi qui est profondément islamophobe, qui est profondément méprisant envers des gens qui faisaient leur travail de manière correcte et qui subissent un traitement de faveur. On a l'impression des fois qu'on revient à un système de caste ou on revient à un système d'apartheid avec des gens qui ne méritent pas la même considération que les autres. Mais ça, c'est inacceptable. Tu conviendrais que c'est pas de l'apartheid? Ah non, complètement, mais on a cette espèce de sentiment qu'il y a des citoyens qui méritent plus de respect que d'autres. On a l'impression vraiment aujourd'hui de tomber là-dedans, de retomber là-dedans, puisqu'on croyait l'avoir oublié, mais après 5 ans de sarkozysme, on a l'impression de retomber là-dedans. D'accord. Et celui qui était considéré comme l'immigré d'avant, puisqu'il n'a plus de statut d'immigré, c'est devenu un statut de musulman. D'accord. Est-ce qu'il y a une stratégie d'action à l'avenir vis-à-vis de ce genre de... Il y a beaucoup de... Dans le cas de l'association dans laquelle tu milites, en fait, est-ce qu'il y a la définition d'une stratégie d'action? Voilà, nous on a une stratégie qui est très simple, c'est celle de redonner à sa place la citoyenneté musulmane en France. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a quelque chose de déjà établi, déjà travaillé? On intervient, nous, dans certains médias, dans certaines radios. On a des séminaires, des conférences. On ne peut pas faire plus que travailler sur l'opinion. Nous, notre but en tant qu'étudiants, c'est de travailler sur l'opinion des gens, surtout des étudiants, puisque c'est eux qui forment la société de demain. Et donc, on essaye d'insister à travers des conférences, des séminaires, des communiqués, des articles dans le monde estudiantin pour essayer de changer ça à l'avenir. Pour que la nouvelle génération de Français soit un peu plus... ait encore plus de valeurs universelles, encore plus de volonté d'égalité, de volonté de partage, de volonté de cohésion. Je suis Youssef Boussouma, militant du Parti des Indigènes de la République. Je vais vous dire pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui nous sommes présents devant la mairie de Gennevilliers. Gennevilliers, dans 92. Dans le 92. Alors, nous sommes présents ici parce qu'effectivement, il y a eu un cas d'islamophobie. C'est-à-dire que des jeunes moniteurs de colonies de vacances eh bien, se sont vus reprendre et ont été menacés de renvoi. Carrément, d'accord. Oui, parce qu'ils faisaient le ramadan. Est-ce que c'était quelque chose en fait d'écrit ou c'est oral, verbal? Alors paraît-il qu'il leur avait été signifié qu'ils ne devaient pas faire le ramadan. Comme ça, de façon écrite. D'accord, écrite, d'accord. Et il y avait même quelqu'un pour vérifier qu'ils ne fassent pas le ramadan. D'accord. Et paraît-il qu'ils auraient outrepassé effectivement cette interdiction.
Alors, la mairie se défend en disant que, en faisant le ramadan, ils mettaient en danger la vie des enfants dont ils avaient la charge. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas recevable comme argument. D'abord parce qu'on ne peut pas faire un contrat de travail sur mesure comme cela. Mais surtout, ça n'est pas recevable parce que depuis des années et des années, il y a des milliers de moniteurs des colonies de vacances qui font le ramadan et qui n'ont jamais mis en danger, à ce que je sache, la vie des enfants. Donc, si je comprends bien, c'est la première fois que ça se passe ce genre de... Alors, à notre connaissance, mais sans doute que ça s'est passé justement à d'autres occasions. Et c'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant, parce qu'à la suite de cela, on a appris qu'un cas à peu près similaire s'était produit dans une autre municipalité. Donc, dans le même département ou non, ailleurs, justement. Et que effectivement, un jeune qui devait être pris comme moniteur ne l'a pas été quand on s'est rendu compte qu'il faisait le ramadan. Hein, donc, c'était avant. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire. Il s'agit d'une mesure discriminatoire qui est absolument illégale. Parce que le Code du travail reconnaît la liberté de conscience, la liberté religieuse, et qu'en aucune façon, eh bien, on ne peut discriminer quelqu'un en raison de son appartenance à une communauté, une croyance et autres. En l'occurrence, l'islam. D'accord. Et en fait, l'état actuel du dossier, ils en sont... Alors finalement, la municipalité est revenue sur cette décision. Elle est revenue sur cette décision. Ils les ont réintégrés. Ils ont été réintégrés, mais de toute façon, la colonie est terminée maintenant. D'accord. Hein, le problème, il est de savoir si, à d'autres occasions, parce que ces gens-là doivent être également... il y en a un qui est même directeur adjoint de colonies de vacances. Donc ça veut dire, la question qui se pose pour nous, premièrement, est de vérifier qu'il n'y aura pas de mesure de rétorsion à la suite de cela. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur faire payer, en quelque sorte, par la suite, une fois que les médias ne s'intéresseront plus à cette histoire. On veut être sûr qu'on ne va pas leur faire payer cette affaire par la suite. Parce que l'affaire, en fait, elle a pris toute une dimension politique. Elle a pris une certaine dimension, bien sûr, et elle est politique. Et puis surtout, il est important d'agir pour éviter, encore une fois, que d'autres municipalités s'appuient sur ce précédent pour elles également, par la suite, eh bien, agir de la sorte. C'est que le problème, c'est qu'ensuite, ça peut faire tache d'huile. Ça peut faire tache d'huile, et en quelque sorte, ça peut faire jurisprudence, en quelque sorte, et d'autres municipalités ou administrations peuvent se servir de ce précédent, si jamais on ne réagissait pas, eh bien, pour agir de la sorte. C'est pourquoi il est très important d'être présent ici, à la fois pour ces deux animateurs, mais également pour l'ensemble des personnes qui pourraient être concernées par une telle discrimination, parce qu'il s'agit d'une discrimination. Est-ce que ça fait partie en fait de ce genre d'action? Est-ce que ça fait partie de la stratégie des indigènes de la République d'être présents constamment sur le terrain pour éveiller les... Aux côtés d'autres partis et organisations, bien sûr, mais autant que possible, parce que malheureusement nous ne pouvons pas être en permanence évidemment présents. Il y a d'autres organisations qui sont présentes ici, qui sont présentes d'ailleurs ici, c'est CIF, Collectif contre l'islamophobie en France, mais aussi Banlieue Plus et le Collectif des musulmans de France, qui sont présentes donc aujourd'hui et qui elles aussi agissent au quotidien même, devrais-je dire au quotidien, sur ces cas d'islamophobie. Le pire, lui, agit sur l'islamophobie, mais aussi sur la négrophobie, sur tout ce qu'on appelle l'héritage colonial. Voilà. Donc nous sommes parmi les intervenants. Nous essayons d'avoir une implantation un petit peu dans toute la France. Et d'accord. Est-ce qu'il y a une stratégie en fait définie entre toutes ces associations-là qui existent, qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la discrimination, de toutes sortes d'ailleurs? Oui. Est-ce qu'il y a une stratégie commune d'action? C'est une très bonne question parce qu'il en est question justement. C'est à l'ordre du jour maintenant. Nous essayons de mettre en place une sorte de coordination et aujourd'hui on va dire que c'est un premier pas extrêmement prometteur. Donc vous êtes les indigènes de la République, ils font partie de collectifs contre les... Alors non, c'est-à-dire qu'à partir de... L'idée était la suivante, c'était l'idée à partir d'aujourd'hui, l'idée était la suivante, c'était de mettre en place une sorte de coordination qui puisse intervenir, agir, qui puisse mobiliser à chaque fois qu'il y aura des cas similaires, par la suite. Mais de façon ponctuelle, disons, pas faire une structure permanente. Enfin, disons qu'à certaines occasions, lorsqu'il est nécessaire qu'il y ait une grande mobilisation sur des cas précis d'islamophobie, d'accord, eh bien, la question était de pouvoir se réunir pour l'occasion de façon à mobiliser ensemble. Parce que j'ai interviewé quelqu'un en fait, qui fait partie d'une association qui s'appelle l'association des étudiants musulmans de France, je pense, oui. Et que eux, ils ont pas été, on n'a pas fait appel à eux pour venir. Oui. Alors le problème il est là, c'est que comme c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement, il n'y a eu que 2 réunions. On a été pris effectivement par le temps. Effectivement, les frères n'ont pas eu le temps de prévenir tout le monde. C'est vrai.
Mais je pense que par la suite, cela pourra être le cas, au contraire. Par la suite, cela pourra être le cas, et par la suite, eh bien, nous pourrons effectivement élargir au maximum cette coordination. D'accord. Est-ce que la mairie vous a accordé en fait, l'autorisation de... Alors, la mairie, dans les faits, nous avons le droit de faire ce rassemblement. Ce rassemblement ne porte pas atteinte, comme on dit, à la circulation des personnes. Ce rassemblement ne crée pas de troubles. Donc, dans ces conditions, en fait, la loi est la suivante, tout rassemblement qui ne porte pas préjudice et de fait autorisé. Mais est-ce qu'il normalement il doit y avoir une autorisation Pas nécessairement. Elle a été informée. En tout cas, elle a été informée. Oui, elle a été informée. Elle a été informée. Et visiblement, il n'y a aucun problème. Vous voyez, tout s'est très bien passé. Il n'y avait pas de force de l'ordre pour empêcher cela. Donc, tacitement, la municipalité a accepté. D'accord. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que le problème, ce n'est pas de cette municipalité en particulier. Il est certain qu'on a à travers ce pays... qui cache la forêt, quoi. C'est ça, exactement. C'est qu'il est important de mettre un coup d'arrêt à l'islamophobie qui est en train de se répandre comme une maladie, comme une lèpre dans ce pays, et qui est en train d'atteindre tous les secteurs de la société. Et on le dit, maintenant c'est le droit du travail. Auparavant c'était l'école, on est d'accord, mais on a vu les hôpitaux, on a vu les banques, aussi interdire l'entrée à des femmes qui portaient le hijab, vous savez. Mais maintenant, le droit du travail lui-même commence à être pollué par cette islamophobie. Et on se met à faire maintenant des contrats de travail qui excluent la pratique musulmane. Et cela est absolument intolérable. Non seulement c'est illégal, mais c'est intolérable moralement. Et juste une question, est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de l'opposition au sein du conseil municipal de Gennevilliers? Alors ça, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Ça, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que vous avez des soutiens des députés? Alors ça, je ne peux pas vous le dire, parce que moi-même, je ne suis pas de Gennevilliers. D'accord. Mais il faudrait demander ça davantage aux frères de Banlieue Plus. D'accord. Qui sont davantage d'ici. Mais il est possible qu'il y ait eu des gens... Maintenant, bon... la situation est assez difficile parce que maintenant l'opposition en fait municipale, c'est l'opposition de droite. Donc évidemment cette opposition de droite va à beau jeu de pointer du doigt et de stigmatiser la municipalité communiste, mais en sachant qu'elle, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention tout à l'heure par parler de M. Copé. C'est M. Copé qui a réagi il y a quelques jours à cette affaire. Et il a réagi en disant, vous voyez, tous ces jeunes qui ont voté pour la gauche, bien regardez ce que la gauche vous fait. Alors nous disons, l'islamophobie, encore une fois, n'est ni de gauche ni de droite, c'est un racisme. Et comme tout racisme, eh bien, ce racisme peut s'emparer des esprits les plus variés, de droite, de gauche, et à tous les niveaux. Et quelles sont tes réactions en fait, vis-à-vis de la réaction de la classe politique dans sa globalité? Elle se tait. Elle se tait, je vous l'ai dit, sauf effectivement certains ténors de la droite qui trouvent que, enfin, qui essayent de prendre prétexte de cela pour redorer leur blason. Or, nous savons tous qui ils sont. Mais sinon, et d'ailleurs vous avez raison de le signaler, c'est grave aussi. Le silence est quelque chose de grave. Et le fait qu'effectivement, ça n'ait pas entraîné de protestation ou de rappel à l'ordre de la part de ce gouvernement qui est de gauche officiellement, ça aussi c'est extrêmement grave. Parce qu'il s'agit d'un cas de discrimination. Certes, il a été réglé, mais je crois qu'il est effectivement problématique que personne n'ait réagi. La Ligue des droits de l'homme, je ne sais pas s'il a été saisi, mais d'autres organismes de ce genre se doivent impérativement de réagir. Et des associations de lutte contre le racisme, comme l'OMRAP, comme d'autres... Alors justement, je n'ai personnellement pas vu passer grand-chose concernant cela. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on doit prêter attention. C'est une chose à laquelle on doit prêter attention, parce qu'il serait grave qu'aujourd'hui, les associations antiracistes ou de défense des droits de l'homme ne se préoccupent pas d'une telle situation, d'un tel cas. Parce que ce cas va se reproduire. Et s'il ne se reproduit pas au niveau d'une colonie de vacances, il se reproduira au niveau d'autre chose. Au niveau de l'école à nouveau, donc c'est une situation globale que nous affrontons aujourd'hui. C'est une situation globale. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué également la loi sur les nounous. Vous savez que aujourd'hui des nounous, donc des nourrices d'enfants, ne peuvent plus exercer. Eh bien, il y a une loi qui est passée, et qui en plus est une loi qui a été passée à l'initiative de sénateurs de gauche, de sénateurs socialistes. Et c'est une loi qui effectivement, interdit de travailler ces nourrices. Ces nourrices n'ont pas le droit de travailler. La loi Châtel, non, c'est pas non, alors la loi Châtel, c'est encore autre chose. La circulaire Châtel, elle concerne l'éducation nationale, elle concerne les sorties, elle concerne les sorties scolaires, puisqu'elle fait interdiction aux mamans qui portent un hijab, eh bien, d'encadrer des sorties scolaires. Jusqu'à maintenant, c'est toujours passé comme cela, et ça n'a jamais posé aucun problème, encore une fois. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'offensive en permanence. Non, la loi dont je parle,
C'est une loi qui maintenant interdit aux femmes comment nourrissent, hein, vous savez, qui gardent les enfants, qui remplacent en fait les crèches, puisqu'il n'y a pas assez de crèches, eh bien, dès lors qu'elles portent un hijab, mais pas uniquement un hijab, parce qu'on va chez elles, et puis on observe chez elles, et on vérifie que l'environnement culturel n'est pas trop en décalage. Alors c'est absolument incroyable. Et j'ai un exemple, si vous voulez, d'une maman qui s'est vue refuser le statut de nounou, de faire ce travail, de garde des enfants, au prétexte que chez elle, eh bien, la culture marocaine était trop marquée. Et on a vu qu'il y avait des divans marocains, par exemple, et ça a été mentionné comme étant un problème au niveau des repères culturels, parce qu'on a dit que l'enfant ne pourrait plus avoir ses repères culturels. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On assiste à ça aujourd'hui. On assiste à ça aujourd'hui. Donc la situation, pour vous dire, est réellement grave. Alors cette loi contre les nounous, un collectif s'était constitué qui s'appelait le collectif Maman Toutes Égales. Maman, auquel nous avons également participé, le pire. Mais vous voyez, ce genre d'affaires, puis il y a aussi la circulaire Châtel, donc ce genre d'affaires ne va pas cesser, même si c'est la gauche qui est au pouvoir. Ce genre d'affaires va continuer. Ça transcende en fait les choix politiques. Ça transcende totalement les clivages droite-gauche. Ça transcende les clivages, parce que là on est au cœur, on est au cœur de... alors, nous effectivement, au pire, nous avons notre analyse sur la question. Nous pensons que ce n'est pas un hasard. Nous pensons que ce n'est pas fortuit, et nous pensons qu'il y va des privilèges. En fait, on a une société, je ne dis pas toute la société, mais une partie de la société, visiblement, eh bien, ne supporte pas l'émergence eh bien, d'une communauté, voilà, la visibilité de la communauté musulmane. Pourquoi elle ne la supporte pas? Non pas par méchanceté ou parce qu'elle n'aimerait pas le couscous. D'ailleurs, ils peuvent très bien, dans le même temps, aimer parfaitement passer leurs vacances au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Non, non. Parce que cela, ils ont le sentiment que cela remettrait en question un certain statut supérieur dont ils se prévalent dans la société. Et ils ont du mal à imaginer que ces musulmans qui montent comme ça dans la société française et qui peu à peu deviennent visibles partout, dans toutes les professions, etc., qui sortent un petit peu de l'espèce de ghetto dans lequel on les avait enfermés, et ils ont le sentiment que cela va remettre en question. C'est qui ils, en fait? C'est qui ces gens-là? Alors, ces gens-là sont dans tous les partis, sont dans toute la société. Ce sont des politiciens. Non, pas forcément. Mais c'est ça le problème. C'est qu'au départ, ce sont les politiciens. Mais c'est une très bonne remarque, parce que c'est tout un débat. C'est qu'au départ, ce sont les politiciens. Comme on dit, il y a une expression qui le dit, l'opinion, ça se travaille. Hein. Une opinion publique, elle ne vient pas des gens. L'opinion publique, on la fabrique. Alors la presse, etc., on est bien d'accord. Mais le problème, il est que dans la période de crise que nous traversons aujourd'hui, eh bien, un certain nombre d'habitants de ce pays peuvent être tentés, devant les difficultés économiques et sociales qui se présentent à eux, eh bien, ils peuvent être tentés disons, de mettre en avant une certaine supériorité qu'ils auraient de par leur papier d'identité, de par leur origine, de par leur couleur de peau également. Et pourquoi? Cela, pour d'une certaine façon, une sorte de prévalence, dire nous pouvons passer avant, nous pouvons passer avant eux. Les musulmans, après tout, sont arrivés après nous. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, ils soient au même niveau que nous. Et on assiste à ça dans les périodes de crise. Et c'est ça le racisme. Le racisme, c'est pas par méchanceté. Et je pense, et je suis convaincu personnellement, Comment tu veux définir le racisme? Je suis convaincu personnellement que la grande majorité des gens qui agissent comme ça ne sont pas des gens qui vont être spécialement racistes au niveau de leur vie quotidienne, par exemple, qui sont parfaitement capables d'avoir même quelqu'un de la famille qui soit d'origine musulmane. Mais au plan social, d'abord le racisme c'est collectif. Mais c'est quoi le racisme? Le racisme, c'est un système. Alors c'est un système. Voilà. Est-ce que c'est parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, enfin, il y a une seule race humaine, on est tous des humains, mais bien etc. sûr. Voilà. Mais c'est quoi le racisme? Alors le racisme. Comment tu définis en deux mots? Le racisme, eh bien, c'est une discrimination d'une catégorie de personnes en raison de leur origine ou de leur croyance. Parce qu'évidemment, les races n'existent pas, on est bien d'accord, les races n'existent pas. Mais les races n'existent pas, mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des races politiques. Enfin, nous, c'est ce que nous avons théorisé au niveau du pire. Il existe des races politiques. Ou un système de caste, par exemple. Hein, il existe réellement des races politiques. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en France, toi, par exemple, qui es de couleur de peau bien plus blanc qu'un grand nombre de Français, eh ben, tu n'es pas considéré comme étant blanc. Donc on voit bien qu'il s'agit en fait d'une construction mentale. C'est assez extraordinaire ce truc. Il s'agit bien d'une construction mentale. C'est-à-dire que le racisme, eh bien, alors, pourquoi? Parce que tu es musulman, je suppose. En tout cas, je le dis, mais bon, je suppose que tu es musulman. Donc, eh bien, le fait même que tu sois musulman, eh bien, fait que tu n'es pas considéré comme étant blanc. Ce qui prouve bien que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau réelle. Et il y a parmi nous des tas de gens qui sont, je
je pense à notre porte-parole, Ouya Boutelja, qui effectivement aussi de couleur de peau, elle est plutôt blanche, etc. Ben, elle n'est pas prise et à chaque fois qu'elle est démonisée, c'est pas en tant que blanche. Hein. On voit tout de suite qu'effectivement, on ne la considère pas comme une blanche. Donc il ne s'agit pas d'une couleur de peau, il s'agit d'une couleur politique en quelque sorte. C'est qu'on est assigné à une origine et on nous empêche de sortir de cette origine. Parce que le racisme, c'est ça. C'est assigner quelqu'un à une place en fonction de sa couleur de peau, de sa religion ou autre, et de l'empêcher d'avoir ce qu'on appelle l'égalité. Et pourquoi? Parce que si nous n'avons pas l'égalité, eh bien, ceux d'à côté auront des privilèges. Et les gens sont attachés à leurs privilèges. Le problème est là, c'est le racisme, c'est pas une attitude mentale, c'est pas de la méchanceté. Bon, évidemment, ça peut s'accompagner de méchanceté, on est bien d'accord, dans les formes les plus exacerbées. Mais le racisme le plus courant, le plus dangereux, c'est un racisme qui n'est pas spécialement agressif officiellement. C'est un racisme administratif. C'est un racisme qui nous maintient dans une situation d'infériorité à tout point de vue, au niveau de la recherche d'un emploi, au niveau de la recherche d'un logement, au niveau de certaines conditions administratives. Et cela dans le but qu'une autre catégorie de la population bénéficie de privilèges. Donc on ne peut pas parler de racisme sans parler de privilèges à côté. Et les gens qui vous disent par exemple « Oh, il est raciste, mais tout le monde est raciste, etc. » Tout le monde peut avoir des expressions racistes, mais tout le monde n'est pas raciste. Pour être raciste, il faut être dans une situation dominante. Un dominé, même si un dominé exprime de la haine, et même de la violence même, et même peut aller jusqu'au meurtre, et on le voit tous les jours bien évidemment, ça peut arriver, hein, mais cela c'est pas du racisme. Le racisme en tant que tel, c'est une construction historique qui est bien datée en plus au plan historique. Et on ne peut pas parler de racisme sans système de domination et sans système de privilège. D'accord. Juste pour conclure en fait cette interview, c'est quoi la symbolique en fait de la présence ici de cet acte en fait qui est acte religieux, le fait de rompre le jeûne en fait devant la mairie. Voilà, c'est quoi la symbolique et les significations? Alors cette symbolique est extraordinaire, elle est énorme. Ça veut dire d'abord que nous sommes en France, que nous sommes citoyens de ce pays. On a vu même des gens en train de prier. Donc, Bien sûr. Ça veut dire que maintenant l'islam fait partie de la normalité. La France fait semblant de découvrir ses musulmans, mais beaucoup de gens oublient une chose, c'est que la France à l'ONU, jusque dans les années 60, était répertoriée comme puissance musulmane. En raison de... Absolument. À l'ONU, la France était répertoriée parmi les puissances musulmanes, en considération du nombre de musulmans qu'elle avait sous sa juridiction. Donc, c'est toujours amusant quand aujourd'hui on fait semblant de découvrir l'islam. Pareil pour le ramadan, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Des centaines de milliers de soldats des colonies ont combattu sous l'uniforme français, ils faisaient le ramadan et personne ne trouvait rien à redire. Tout le monde trouvait que c'était normal. Pareil dans les usines. Et c'est uniquement aujourd'hui qu'on fait semblant de redécouvrir ça. Alors, la symbolique d'un repas, d'abord, c'est parce que c'est la symbolique du ramadan. C'est la paix. Le ramadan, c'est la paix. C'est la paix avec soi, en soi, la paix avec les autres. Hein, Dieu nous commande de se réconcilier, enfin de faire paix avec soi-même et avec les autres. Et on voit bien à travers ce repas pris en commun que c'est un acte de paix. C'est un acte de paix. Et le repas, comme on dit, rompre le pain et le sel, même dans la Bible cela existe, hein, rompre le pain et le sel ensemble. Hein. Donc je crois qu'il est important de montrer que c'est un moment convivial, que le ramadan peut être partagé avec tous, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, exactement comme un certain nombre de fêtes qui ont lieu dans ce pays sont partagées par tout le monde. Et ça pose aucun problème. Voilà. Il s'agit d'un acte collectif qui nous enracine encore davantage dans ce pays. Enfin, voilà. Je suis médecin, je fais le ramadan, je jeûne. Le jeûne ne rend pas les gens incapables de travailler. C'est totalement faux. Au contraire, les gens qui sont dans la partie médicale savent que malheureusement, les anorexiques sont hypermaniaques et travaillent énormément. Je rappelle simplement que les plus grandes batailles de l'histoire de l'islam ont été gagnées pendant le ramadan, y compris les batailles Badr. Merci beaucoup.